Hannah Arendt, une théoricienne politique allemande née en 1906, a eu une enfance marquée par l'antisémitisme et l'instabilité politique. Fuyant l'Allemagne nazie dans les années 1930, ses expériences personnelles ont nourri ses écrits ultérieurs, qui ont exploré des thèmes tels que le totalitarisme, la révolution et la nature du mal. Dans l'ère contemporaine, la sagesse de Arendt trouve un écho particulier alors que nous sommes aux prises avec des défis complexes qui remettent en question les fondements mêmes de nos démocraties. Le livre révolutionnaire d'Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, publié en 1951, reste d'une pertinence frappante à ce jour. Il offre une analyse approfondie des régimes totalitaires du XXe siècle, non pas comme des aberrations historiques, mais comme des symptômes de faiblesse plus profonde au sein des sociétés modernes. Arendt fait valoir que le totalitarisme n'est pas simplement une forme de gouvernement, mais une nouvelle forme de domination politique qui cherche à contrôler tous les aspects de la vie, de la sphère publique à la sphère privée des pensées et des émotions. Maintenant, un aspect crucial de l'analyse d'Arendt est son accent sur le rôle de l'idéologie. Elle soutient que les idéologies totalitaires, qu'elles soient fondées sur la race, la classe ou l'État-nation, fournissent une explication apparemment logique et complète du monde, attirant ceux qui ont perdu confiance dans les institutions traditionnelles et qui aspirent à un sens du but. Ces idéologies, une fois internalisées, peuvent fermer l'esprit au questionnement critique et créer un climat de peur et de conformité. Les individus deviennent plus susceptibles de se conformer à la foule et moins susceptibles de s'exprimer contre les injustices. De plus, Arendt souligne l'érosion de l'espace public comme une condition préalable essentielle à la montée du totalitarisme. L'espace public, tel qu'elle le conçoit, est un domaine où les individus peuvent se rassembler, échanger des idées et s'engager dans des débats sans crainte de censure ou de répercussions. C'est dans cet espace que se forme l'opinion publique, que la responsabilité est exercée et que la citoyenneté prend tout son sens. Cependant, les régimes totalitaires cherchent activement à détruire cet espace, le remplaçant par la propagande et la terreur. Les médias sont contrôlés, la dissidence est étouffée et les individus sont isolés les uns des autres, ce qui rend plus difficile de résister au pouvoir de l'État. Cela a une pertinence particulière dans le contexte actuel. Avec la montée des médias sociaux et la prolifération de la désinformation, nous sommes confrontés à de nouveaux défis pour maintenir un espace public dynamique, où des idées diverses peuvent être débattues et débattues. L'analyse d'Arendt sert d'avertissement sur les dangers de permettre à l'espace public d'être corrompu ou contrôlé par ceux qui cherchent à faire taire les opinions divergentes. Nous devons être vigilants pour protéger et cultiver les espaces où la pensée critique et le dialogue ouvert peuvent s'épanouir. Ceci est essentiel pour la santé de nos démocraties. Au cœur de la philosophie politique d'Hannah Arendt se trouve une profonde appréciation de l'action et du discours dans la sphère publique. Elle croyait que c'est par la participation active à la vie politique, en s'engageant avec les autres et en partageant nos perspectives, que nous exerçons pleinement notre liberté et façonnons le monde qui nous entoure. Arendt distinguait l'action de la simple conduite, qui fait référence aux activités nécessaires à la survie et à la subsistance. L'action, selon elle, est l'activité qui se déroule dans la sphère publique, où nous apparaissons les uns aux autres en tant qu'individus uniques et distincts. C'est par l'action que nous révélons qui nous sommes, que nous exprimons nos valeurs et que nous laissons notre marque sur le monde. Maintenant, intimement lié à l'action, se trouve le concept de discours. Pour Arendt,
Le discours n'est pas simplement une question de transmission d'informations ou de persuasion des autres à notre point de vue. C'est plutôt le moyen par lequel nous nous engageons dans un dialogue avec les autres, échangeons des idées et créons un espace commun de compréhension. Par le discours, nous testons nos idées par rapport à celles des autres, affinons notre propre pensée et élargissons nos horizons. Arendt croyait que c'est par ce processus de discours public que nous pouvons atteindre une forme d'entente collective qui transcende nos différences individuelles et crée un sentiment de communauté partagée. Cela est particulièrement important dans un contexte démocratique, où les citoyens doivent délibérer et décider sur des questions d'importance commune. Cependant, l'accent mis par Arendt sur l'action et le discours se heurte à des défis importants dans la société contemporaine. Dans un monde où la communication est de plus en plus médiatisée par la technologie, il existe un risque que la sphère publique soit fragmentée et que le véritable dialogue soit remplacé par des monologues juxtaposés. La montée des médias sociaux, bien qu'offrant de nouvelles possibilités d'engagement politique, a également créé un terrain fertile pour la diffusion de la désinformation, la polarisation et le discours haineux. Ces tendances peuvent éroder la confiance dans les institutions publiques, affaiblir la capacité des citoyens à s'engager dans un dialogue productif et saper les fondements mêmes de la participation démocratique. Par conséquent, il est essentiel que nous trouvions des moyens de revitaliser la sphère publique et de promouvoir des formes d'action et de discours qui favorisent le respect mutuel, la compréhension et le débat éclairé. Dans son ouvrage fondateur La condition humaine, Hannah Arendt présente une analyse nuancée des diverses activités qui constituent la vie humaine. Elle introduit le concept de vita activa, qui englobe 3 sphères d'activité fondamentales: le travail, l'œuvre et l'action. Le travail, explique Arendt, est l'activité nécessaire au maintien de la vie biologique, comme manger, dormir et se mettre à l'abri. Il est axé sur la satisfaction des besoins physiques immédiats du corps et est caractérisé par sa nature répétitive et cyclique. L'œuvre, quant à elle, est l'activité de création d'objets artificiels, comme des outils, des bâtiments et des œuvres d'art. Elle procure un sentiment de permanence et de stabilité dans le monde, nous permettant de transcender les limites de notre propre mortalité. Enfin, il y a l'action, qui est l'activité d'interagir avec les autres dans la sphère publique. C'est par l'action que nous révélons qui nous sommes, que nous prenons des initiatives et que nous exerçons notre capacité d'agir dans le monde. Maintenant, Arendt accordait une importance particulière à l'action, en tant qu'activité la plus élevée de la vita activa. Elle croyait que c'est par l'action, et plus particulièrement l'engagement politique, que les individus peuvent exercer pleinement leur liberté et façonner le cours de l'histoire. Contrairement au travail et à l'œuvre, qui sont dirigés vers des fins spécifiques, l'action est inhérente. Son sens ne réside pas dans le résultat qu'elle produit, mais dans le processus lui-même. Lorsque nous agissons dans la sphère publique, nous nous engageons dans un dialogue avec les autres, nous mettons nos idées à l'épreuve et nous contribuons collectivement à la création d'un monde partagé. C'est dans cette interaction que nous réalisons pleinement notre potentiel en tant qu'être humain. La conception de la vita activa par Arendt a des implications profondes pour la façon dont nous pensons à la participation citoyenne dans une société démocratique. Dans un monde où les exigences du travail et de la consommation consomment souvent la majeure partie de notre temps et de notre énergie, il peut être difficile de trouver des occasions d'un engagement significatif dans la sphère publique. Cependant,
Arendt nous rappelle que l'action politique n'est pas un luxe ou une obligation, mais plutôt une partie essentielle de ce que signifie être humain. C'est par l'action que nous exerçons notre liberté, que nous tenons nos dirigeants responsables et que nous façonnons collectivement l'avenir de nos communautés. Par conséquent, il est essentiel que nous créions des espaces où les citoyens peuvent s'engager dans un dialogue politique significatif et prendre part aux décisions qui affectent leur vie. L'exploration du mal par Hannah Arendt, telle que présentée dans son ouvrage controversé Eichmann à Jérusalem, Rapport sur la banalité du mal, offre une perspective troublante et stimulante sur la nature humaine. Contrairement aux notions conventionnelles du mal, en tant que force monstrueuse ou démoniaque, Arendt soutient qu'il peut se manifester sous une forme beaucoup plus banale et ordinaire. Elle a inventé l'expression « banalité du mal » pour décrire le cas d'Adolf Eichmann, un bureaucrate nazi qui a joué un rôle clé dans la logistique de l'Holocauste. Arendt a observé qu'Eichmann n'était pas un fanatique sadique ou un psychopathe, mais plutôt un fonctionnaire étonnamment ordinaire, qui semblait incapable de penser de manière critique aux conséquences de ses actes. Il se voyait simplement comme un rouage de la machine, suivant les ordres et faisant son devoir. Le concept de banalité du mal met en lumière le danger de la pensée irréfléchie et du manque de jugement moral. Arendt soutient qu'Eichmann n'était pas intrinsèquement mauvais, mais plutôt terriblement ordinaire, manquant de la capacité de penser par lui-même et d'assumer la responsabilité de ses actes. Pause. Il a aveuglément suivi les idéologies et les ordres de ses supérieurs, sans réfléchir aux conséquences morales de ses actes. Cette pensée irréfléchie, selon Arendt, est encore plus dangereuse que la méchanceté pure et simple, car elle peut être perpétrée par des individus ordinaires qui ne se considèrent pas comme des malfaiteurs. Maintenant, les implications de l'analyse d'Arendt sont profondes. Cela nous remet en question pour examiner nos propres capacités de pensée critique et notre volonté de nous opposer à l'injustice, même lorsque cela est inconfortable ou risqué. La banalité du mal nous rappelle que nous ne pouvons pas simplement supposer que nous sommes à l'abri des influences, des idéologies nocives ou des pressions sociales. Nous devons cultiver activement notre capacité de pensée indépendante, de jugement moral et le courage de parler contre le mal sous toutes ses formes, aussi banales soient-elles. Cela est essentiel pour protéger et renforcer nos valeurs démocratiques. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.